Bienvenue dans cette deuxième conférence du cycle risque, traçabilité et conformité. Donc c'est un nouveau cycle cette année. Effectivement, il y a des nouvelles exigences qui sont demandées à la supply. Alors nouvelles, peut-être pas forcément, mais enfin de manière plus intensive, on va dire. Et là, on va parler d'une approche, on va parler de traçabilité amont et de la nécessité d'adopter une approche collaborative avec le cabinet Findle et avec le spécialiste aussi de la traçabilité amont, Transparency One. Et puis, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail aussi d'un cas de la cosmétique pour pouvoir illustrer un peu cette approche collaborative. Donc, je vais laisser la parole à nos deux intervenants. Donc, Jérôme Paco, qui est Senior Manager chez Findle, et Delphine Masson, qui est B2B Sales Executive. J'ai pas le terme en français, chez Transparency One. Madame, monsieur, c'est à vous et on revient pour une question, la session des questions-réponses traditionnelles. Eh bien, merci Jean-Luc et bonjour à tous. Alors, pour ceux qui avaient regardé le programme attentivement, normalement, vous avez vu que la présentation aurait dû être avec Chanel. Chanel qui a eu un empêchement de dernière minute. Ça nous a obligés à nous adapter, mais on est quand même fiers et ravis de vous présenter aujourd'hui la traçabilité avec Transparency One en respectant les deux promesses qu'on avait au démarrage. Donc la première promesse, c'est de parler de la traçabilité amont et de défricher le sujet parce que tout le monde ne le connaît pas. Et le deuxième, c'est d'illustrer via des retours d'expérience concrets comment tacler certaines difficultés que peuvent avoir les entreprises à déployer des méthodologies autour de la traçabilité amont. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Delphine, de Transparency One, et je vais te laisser présenter en 2 mots Transparency One. Bonjour à tous, Delphine Masson. J'ai rejoint Transparency One en 2021. Transparency One, à l'époque, c'était une société indépendante de 25 personnes spécialisée sur la cartographie, le mapping et la traçabilité des chaînes d'approvisionnement amont. Et nous avons été rachetés l'année dernière par le groupe ISN, qui compte plus de 700 personnes dans le monde, qui parle collectivement 35 langages différents et qui a déjà plus de 800 clients multinationaux. Donc en fait, ça a assis un petit peu notre société, qui était jusqu'à présent une start-up, donc dans la pérennité, en nous apportant bien sûr un gros niveau de support et de ressources pour accompagner nos clients dans le déploiement de leurs projets. Voilà, et donc j'ai prévu une quarantaine de slides pour présenter Findle. Donc Findle, on a un cabinet de conseil spécialisé dans la supply chain. On intervient depuis les cadrages amont jusqu'au déploiement et à la mise en œuvre des transformations chez nos clients. Et on a une quarantaine de consultants. Donc, on va démarrer par une présentation de la traçabilité. Donc, la traçabilité, il y en a 3 types. La traçabilité qu'on connaît bien, c'est la traçabilité interne, celle qui démarre avec les composants qu'on achète et qui ressort avec les produits qu'on livre à nos clients. Donc ça, c'est un domaine qui est bien cadré, qui n'est pas toujours bien exécuté. Il y a toujours beaucoup de challenges, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ensuite, on a la traçabilité aval. C'est la traçabilité depuis la vente des produits jusqu'à de l'entreprise jusqu'à leur utilisation par le client final, voire même toute la chaîne après, dans des démarches de circularité par exemple. Et donc ça, c'est un domaine très intéressant, mais ce n'est pas non plus celui qu'on va regarder aujourd'hui. On va se concentrer sur la traçabilité amont. La traçabilité amont, ça va de l'amont agricole, minier, sylvicole, jusqu'à la réception des produits dans l'entreprise. Et donc c'est un domaine qui est assez intéressant, voire très intéressant, parce que en fait, cette traçabilité amont, c'est quelque chose qui est pour l'instant relativement peu défriché dans les entreprises et qui pousse énormément, notamment, on va le voir, à cause, ou grâce à des enjeux réglementaires, des pressions de consommateurs, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que finalement, une partie non négligeable des risques qui reposent sur les entreprises sont sur cette partie entre l'amont agricole et les produits qui sont reçus. Donc, on a présenté aussi, on a 2 types de traçabilité amont. On peut faire une traçabilité ascendante qui part des composants qu'on réceptionne jusqu'à l'amont agricole, ou on peut faire une traçabilité descendante où on va explorer le flux dans l'autre sens.
Au niveau du contexte, pourquoi est-ce que la traçabilité amont pousse autant dans les entreprises? En fait, on a 3 éléments de contexte qui viennent s'appliquer. Le premier et probablement le plus fort, c'est l'augmentation des réglementations. On fera un focus spécifique après, sans faire un cours magistral sur les réglementations parce qu'on n'a pas non plus envie que vous partiez en plein milieu. Le deuxième, c'est une partie sur les exigences croissantes des consommateurs. On a de plus en plus de consommateurs qui ont une exigence sur d'où vient mon produit. On ne veut pas seulement savoir d'où vient la dernière usine de fabrication, mais on veut savoir dans quel pays vient le coton du t-shirt que j'achète, voir dans quel champ est-ce qu'il a été produit. Exemple du textile, mais c'est des exemples qui sont vrais dans d'autres industries. Et puis enfin, on a une pression concurrentielle. De plus en plus d'entreprises font des claims clients présentant de la transparence qui repose du coup sur de la traçabilité amont. Et au bout d'un moment, les entreprises vont être obligées de bouger pour être capables au moins de s'aligner avec ce que les concurrents font. Et donc ça crée 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est la connaissance de cette chaîne de valeur. Connaissance qui n'est pas simple parce qu'on connaît bien son rang 1, mais on a du mal à connaître son rang 2, son rang 3, etc. etc. Surtout pour remonter dans l'ultra amont, où là, les chaînes sont très peu digitalisées. Hein. L'éleveur de chèvres a probablement pas de RP, et donc c'est assez compliqué de récupérer en automatique des informations qui permettent de suivre de la traçabilité à ce niveau-là. Le deuxième, c'est la maîtrise de la supply chain amont. Donc la maîtrise de la supply chain amont, une fois que je l'ai cartographiée, évidemment, je vais vouloir activer des leviers. Donc ça peut être des leviers de maîtrise de risque pour identifier des risques qui peuvent se passer dans la chaîne amont. Par exemple, si j'ai une guerre dans un pays européen, si je n'ai pas cartographié, je ne vais pas pouvoir savoir identifier quels sont l'ensemble de mes chaînes de valeur qui sont impactées par ces éléments-là. Ensuite, au-delà de la maîtrise des risques, je vais avoir aussi la gestion de la qualité. Je vais avoir des éléments autour de l'amélioration de la performance de l'entreprise. Et puis enfin, un troisième enjeu qui est l'utilisation de ces éléments-là récupérés pour développer l'image de marque. Et donc ça, c'est des éléments qu'on peut utiliser en B2B logiquement en précisant aux consommateurs d'où viennent les produits, en créant une histoire autour de ces produits. Mais ça pourrait potentiellement être utilisé aussi en B2B. Puisque une entreprise avec une traçabilité développée pourrait proposer à ses clients une transparence sur la chaîne de traçabilité, ces clients qui eux-mêmes sont intéressés, donc potentiellement c'est valorisable. Donc là, on a fait un petit focus sur quelques réglementations. On a voulu être complet mais non exhaustif, parce qu'on n'avait qu'une slide, sur l'ensemble des réglementations qui peuvent demander des éléments sur la traçabilité de la chaîne amont. Donc, pour en illustrer quelques-uns qui sont représentatifs sans rentrer dans le détail de tous, on a par exemple l'UFLPA. L'UFLPA, c'est une réglementation américaine qui permet de s'assurer qu'on n'a pas de produits issus de l'exploitation des Ouïghours en Chine à l'intérieur. Et donc, du coup, il y a tout un tas de certificats et de preuves à délivrer pour prouver qu'on n'a pas de produits ouïghours et donc qu'on a le droit de vendre sur le sol américain. On a aussi des réglementations qui concernent toutes les entreprises en ce moment, comme la CSRD, où on a des obligations de reporting extra-financier qui demandent là aussi des éléments autour de la traçabilité. Donc on le comprend, on a un intérêt conséquent à développer des démarches de traçabilité. En revanche, le comment n'est pas forcément simple, puisqu'on a tout un tas d'outils. Donc on attaque par l'outil justement pour montrer les différentes possibilités qu'il y a, mais évidemment la bonne pratique c'est d'abord définir le besoin, ce qu'on veut faire, le bon niveau de risque, le bon niveau de granularité, etc., etc. Mais dans les outils, on a des outils spécialisés sur la traçabilité, comme Transparency One. On a aussi d'autres outils qui sont déjà présents dans les entreprises qui portent des éléments de traçabilité ou de connaissance de la chaîne amont, comme les ERP ou les PLM sur la gestion du cycle de vie produit. Et on a aussi tout un tas d'outils en dehors des outils informatiques qui sont des outils autour soit de la connaissance de la chaîne, soit de sa maîtrise, soit de la preuve que les éléments qui ont été déclarés par les fournisseurs en amont sont vrais. Donc là, on va retrouver les audits, on va retrouver les certifications, on peut retrouver les tests d'origine, qui peuvent être des tests physico-chimiques d'ADN qui permettent de prouver que oui, tu m'as dit que le coton venait d'Inde et je sais qu'au niveau de son ADN, il vient bien d'Inde.
des éléments de mass balance, donc d'équilibrage de matière pour vérifier que sur une chaîne que j'identifie, tout ce qui rentre sort bien, pour éviter, par exemple, c'est quelque chose qui est assez connu, mais on a beaucoup plus de coton bio qui sort d'Inde que de coton bio qui est produit en Inde. Donc il y a bien un moment où il y a un problème d'équilibrage à ce niveau-là. Et puis, on peut aussi imaginer de l'IoT si, dans les enjeux qu'on a définis sur la traçabilité, on a un enjeu de suivi précis des flux. Et dernier élément qui est important et qui va permettre de faire une transition après avec la présentation de Transparency One, ce sont tous les éléments autour des défis et des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises lorsqu'elles déploient des démarches de traçabilité. Donc là, ce sont des retours d'expérience concrets de projets de traçabilité qu'on a menés. Donc le premier, j'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est de bien définir l'ambition et ce qu'on veut faire pour bien être capable de définir le bon niveau de granularité. Vouloir tracer l'ensemble des flux sur 100% des produits jusqu'à l'amont agricole en ayant une traçabilité au lot, effectivement, ça fait rêver sur le papier. C'est relativement irréaliste pour l'instant vu les niveaux de maturité. Et donc, en fait, il faut bien réussir à doser cette ambition pour pouvoir doser ce qu'on va en faire derrière. Ensuite, on a un sujet autour de la structuration de la donnée dans le paysage applicatif de l'entreprise. On a énormément de systèmes qui portent des données relatives à la traçabilité ou aux fournisseurs. Et c'est des données qui, pour l'instant, ou en tout cas dans beaucoup d'entreprises, sont mal organisées, ce qui fait qu'on a du mal à coordonner les données de l'ultra-amont avec les données fournisseurs pour pouvoir les exploiter. Et donc, il y a tout un sujet autour de cette structuration de données qui est un sujet à la fois IT, mais aussi métier, puisqu'on repose la question de comment est-ce qu'on récupère cette donnée fournisseur. Ensuite, il y a un sujet de gouvernance. La traçabilité, c'est un sujet qui, pour l'instant, est nouveau dans les entreprises, qui est en lien entre la supply chain, les achats, la qualité, le réglementaire, l'IT. Et donc, tous ces gens-là doivent créer une gouvernance pour être capable de se parler et de prendre de bonnes décisions, puisque pour l'instant, personne n'a le pouvoir ou la responsabilité de, par exemple, sortir un fournisseur de rang 2 ou de rang 3 de la chaîne de valeur si on identifie qu'il y a un problème. Et ensuite, évidemment, il faut dégager des ressources appropriées puisque la traçabilité, les sujets de traçabilité sont des sujets qui peuvent être gourmands en ressources et ceux qui travaillent sur la CSRD le voient bien en ce moment. Ensuite, on a des défis externes qui sont à l'extérieur de l'entreprise, notamment auprès des fournisseurs qui vont du coup être impliqués dans cette démarche. Le premier, c'est de s'assurer de leur participation. Donc évidemment, il y a tout un tas de défis, puisque les rangs 2, les rangs 3, les rangs 4, plus on remonte dans la chaîne, moins on va avoir de poids chez ce fournisseur-là. Ensuite, on a un sujet au niveau de la qualité des données qui sont transmises par les fournisseurs et de leur véracité. Une fois qu'on a déployé quelques outils ou quelques éléments qui permettent de récupérer des données de traçabilité, on va avoir un sujet pour faire en sorte de rendre ça scalable pour que finalement les données remontent en automatique. Et donc ça peut être des projets assez longs puisqu'il faut créer des systèmes de remontée de données. Et puis le dernier, le fournisseur, il est sollicité par l'entreprise pour donner des éléments sur sa traçabilité et sa chaîne, mais il est sollicité par d'autres entreprises, voire même par d'autres services de l'entreprise. Et donc il peut se retrouver complètement noyé sous différents systèmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte parce que évidemment, le fournisseur, lui, va prioriser les systèmes de ses clients principaux. Et donc, si on ne pèse pas assez dans la chaîne, évidemment, il ne remplira pas les données de traçabilité dont on a pourtant besoin. Et donc, on le voit, il y a énormément de défis. Et on propose, dans la deuxième partie de cette conférence, d'illustrer certains de ces défis avec certains éléments de réponse par l'exemple de Transparency One, notamment via le consortium Trace, mais également d'autres exemples. Merci Jérôme. Alors, je vais vous présenter un petit peu brièvement Transparency One pour comprendre un petit peu comment on fonctionne et quelle est la philosophie de la solution, parce que le thème en fait de cette conférence, c'est tout de même la collaboration. Donc, Transparency One est une plateforme de traçabilité amont
ascendante par rapport à ce qui a été présenté. C'est-à-dire qu'on va partir d'un donneur d'ordre, un industriel, qui sait ce qu'il achète. Il connaît ses rangs 1, comme tout le monde. Et comme beaucoup d'entreprises, il connaît très très mal les fournisseurs de ses fournisseurs et en fait, qui sont les acteurs de ces chaînes de valeur. Ou quels produits, quels fournisseurs sont de façon multitière dans ces chaînes de valeur. Donc on va rentrer dans Transparency One avec un principe de cascade. C'est-à-dire qu'on va inviter les fournisseurs qui sont vos fournisseurs directs à donner des informations dans la plateforme sur les produits qu'ils vous vendent. Et aujourd'hui, chez la plupart des entreprises avec lesquelles on a pu discuter, souvent c'est sur ces fournisseurs de rang 1 que repose l'obligation de donner toutes les informations, toutes les garanties sur ce qui est vendu aux clients. Or, il faut comprendre que ce sont comme vous des industriels qui ont les mêmes problématiques, qui ont un boulot par ailleurs, qui n'est pas de faire de la traçabilité. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile et chronophage. Et partout où c'est possible, nous on va recommander une approche qui est une approche par cascade. C'est-à-dire que les fournisseurs directs vont donner les informations sur ce qui les concerne, quels sont leurs sites de production, quels sont leurs composants, quels sont les produits qu'ils achètent à leurs propres fournisseurs. Et on va inviter le fournisseur du rang supérieur à venir également dans la plateforme. Donc c'est vraiment une approche en cascade qui permet d'identifier tous les rangs de la chaîne d'approvisionnement et de remonter jusqu'à l'origine des matières premières. C'est important de notre point de vue d'identifier tous les rangs de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à un certain nombre de risques qui sont présents dans vos chaînes d'approvisionnement. Avoir l'origine d'une matière première, c'est très bien. Si au milieu de votre chaîne d'approvisionnement, vous avez un trader dont les entrepôts sont à Valence en Espagne, c'est une information qu'il fallait avoir ces derniers jours. Donc en fait, voilà, l'origine est une donnée importante, le risque ne se situe pas qu'à l'origine. Je ne sais pas si... Oui. Alors, on a vu ensemble que le premier facteur clé en fait, de succès d'un projet de traçabilité, j'aimerais vous dire que c'est la pertinence de l'outil technologique, mais ce n'est pas le cas. Le premier facteur clé de succès, c'est la participation de vos fournisseurs et la participation de leurs fournisseurs. C'est-à-dire que sans eux, vous n'aurez pas l'information dont vous avez besoin pour prendre des décisions business, pour améliorer vos chaînes d'approvisionnement, pour identifier vos risques. Donc en fait, on a identifié, nous, à notre niveau, à force de faire un certain nombre de projets avec nos clients, 3 principaux leviers pour impliquer les fournisseurs qui restent assez classiques dans des projets, mais qu'il faut ne surtout pas négliger. Le premier, ça va être la communication forte portée par le donneur d'ordre auprès de ses fournisseurs directs, évidemment, qui consiste à porter ce qu'on appelle, nous, le why, qui est pourquoi est-ce qu'une entreprise décide de se lancer dans un projet de traçabilité. On a vu que les raisons peuvent être multiples. Ça peut être de répondre à une réglementation très spécifique, ça peut être de se prémunir contre un risque, ça peut être de calculer un impact, ça peut être en fait en fonction des motivations de l'entreprise, le niveau d'effort qu'on va demander à un fournisseur peut varier. Et donc, il faut communiquer aussi sur le how. Ça, normalement, nous en chargeons. On est là pour vous accompagner. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est attendu d'un fournisseur? Qu'est-ce qu'on attend de lui pour participer à ce projet et pour passer le niveau au rang d'après? Lorsqu'on a une approche en cascade, chaque fournisseur est invité dans la plateforme par son client direct. Donc, le donneur d'ordre va être légitime pour discuter vis-à-vis de ses fournisseurs de rang 1. À partir du moment où on va passer sur les rangs 2 et au-delà, il va falloir un tiers, et ce tiers, c'est Transparency One, pour accompagner les fournisseurs dans la plateforme et porter le message. Ça veut dire aussi qu'un fournisseur, on espère qu'il va trouver des bénéfices pour lui-même à rentrer dans un processus de traçabilité et pas uniquement qu'il est là pour donner des informations aux clients qui lui demandent. Pourquoi est-ce que cette notion de donner des informations aux clients qui lui demandent, on trouve que c'est insuffisant? On trouve que c'est insuffisant parce qu'en fait, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, un fournisseur va avoir une multitude de clients. Tout le monde va lui demander à peu près la même information de la même manière. Et si à chaque fois il doit refaire le travail, c'est quelque chose qui devient assez pénible et problématique. La solution Transparency One, qu'est-ce qui nous différencie d'autres solutions du marché et pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a une approche précisément beaucoup plus collaborative? La première chose, c'est que c'est une solution SaaS qui est architecturalement bâtie comme un réseau. C'est-à-dire que chaque entreprise qui rentre dans la plateforme a la même interface utilisateur,
voit les mêmes types de dashboards sur le périmètre qui lui est propre. Et elle est la maîtresse de ces données. C'est-à-dire qu'un fournisseur qui rentre dans la plateforme garde la pleine propriété des données qu'il décide de partager avec son client A, son client B, son client C, selon des critères qui lui sont propres. Cette plateforme permet aussi d'importer et d'exporter des données au niveau du client, au niveau du fournisseur, ce qui permet à ceux qui ont une volumétrie croissante de s'absoudre d'une saisie manuelle, mais d'uploader éventuellement des informations qui viennent d'un PLM, d'un Bill of Materials, de choses comme ça. Et comme on l'a précisé précédemment, la solution n'est pas que technologique. On accompagne nos clients et surtout nos fournisseurs avec des grosses équipes de support. Il y en a 4 dans le monde, ce qui permet donc d'avoir une couverture géographique et horaire extrêmement large et d'accompagner le fournisseur dans le langage qui est le sien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nos clients sont essentiellement en Europe et en Afrique du Nord. Mais dès le démarrage de la solution, on s'est retrouvé tout de suite avec des fournisseurs utilisateurs en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc on pense que ces éléments permettent d'apporter une valeur au fournisseur pour lui-même et de favoriser en fait le passage à l'échelle des projets de traçabilité. Le fait que le fournisseur puisse s'appuyer sur une équipe, le fait que le fournisseur ait la visibilité sur ses propres chaînes d'approvisionnement qu'il découvre dans la plateforme, comme un client découvrirait les siennes, ça le conforte dans l'utilisation de la plateforme. Et on va voir avec l'exemple qui va suivre que en fait, du coup, plus il utilise la plateforme, plus il y trouve de bénéfices pour lui-même. Ça, c'est juste un visuel pour vous montrer à quoi ressemble une chaîne d'approvisionnement, la restitution graphique dans la plateforme. Et c'est visible pour le client, mais c'est visible aussi pour le fournisseur à partir de son produit à lui. Donc il a les mêmes fonctionnalités accessibles qu'un client. Donc ça lui permet aussi à lui de découvrir et de maîtriser sa chaîne d'approvisionnement. Voilà, notre grosse référence sur l'année 2023, c'est le lancement du consortium TRACE pour Traceability Alliance for Sustainable Cosmetics. Donc TRACE, c'est quoi? C'est une quinzaine d'industriels de la cosmétique, que ce soit des marques ou des fournisseurs, qui se sont alliés autour d'un consortium en 2023 avec comme ambition l'idée de tracer ensemble leur chaîne d'approvisionnement pour identifier des risques communs, mettre en place des actions de remédiation et pour en fait faire évoluer leur chaîne d'approvisionnement vers des pratiques plus responsables. Donc en fait, c'est né du constat que tous ces acteurs avaient peu ou prou les mêmes préoccupations et ils avaient peu ou prou les mêmes problématiques. Et ils se sont réunis donc en choisissant un outil unique qui se trouve être Transparency One, précisément parce que la structure de la solution et son niveau d'accompagnement permettent de soutenir ce genre d'ambition. Ils ont été rejoints déjà en 2024 par 3 nouveaux membres qui sont Expansiance, le groupe Rocher et Naos, et ont aujourd'hui focalisé donc leur traçabilité en priorité sur un certain nombre de commodités de filières qu'ils ont identifiées comme étant les filières prioritaires, ce qui fait que c'est un projet partagé qui, dans le respect des règles de confidentialité élémentaires, ce qui fait que bien sûr quand on est un membre A, on ne voit pas les données du membre B, même si on partage certains fournisseurs, ça permet de demander la même chose aux fournisseurs dans le même timing, de la même façon. Et ça permet aux fournisseurs finalement de découvrir sa chaîne d'approvisionnement dans Transparency One, non pas sur un ou une poignée de produits, mais sur tous les produits qu'ils vendent à l'ensemble des clients qui le leur demandent. Donc à améliorer la valeur aussi de leur côté. Les objectifs de Trace, ce n'est pas de tracer pour tracer, parce que personne en fait n'a cet objectif de traçabilité simplement pour le plaisir de la traçabilité. C'est véritablement derrière d'analyser les risques et d'y remédier. Et donc d'être en anticipation de l'amélioration en fait, des chaînes d'approvisionnement sur le secteur de la cosmétique tout entier. Parce que quand on est... Alors c'est l'un des membres fondateurs qui a l'habitude de dire ça. Quand on est tout seul, on va plus vite. Mais quand on est plusieurs, on va plus loin. Alors là, vous avez quelques visuels sur la communication presse à laquelle a donné lieu Trace.
Et au-delà de Trace, donc si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre dans la mesure du possible dans la session de questions-réponses. Mais au-delà de Trace, Transparency One a un historique essentiellement sur les secteurs cosmétiques, textiles et alimentaires, qui sont, nous semble-t-il, ceux qui ont été les plus matures à lancer des projets de traçabilité, d'abord sous la pression des consommateurs, et qui ont été les premiers aussi à être ciblés par un certain nombre de réglementations, parmi lesquelles celle qu'a présentée Jérôme en début de réunion. Donc sur l'ensemble de ces approches, on propose toujours nous une solution unique. La plateforme ne change pas, encore une fois, que vous soyez client, que vous soyez fournisseur, c'est le même visuel, c'est le même outil, mais la façon dont on va la déployer dans un programme ou dans un autre dépend en fait des cas d'usage, c'est-à-dire de l'activité du client, de la façon dont il travaille avec ses fournisseurs, et aussi dans une certaine façon de la maturité des fournisseurs à poursuivre dans cette démarche. Donc la traçabilité, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est souvent un chemin qui commence de notre point de vue par la transparence. Et voilà, si vous avez des questions particulières, je serais ravie d'y répondre dans un deuxième temps. Et en conclusion, on comprend bien l'énergie et les efforts qu'il faut déployer pour développer des démarches de traçabilité. Déjà, c'est obligatoire, hein, puisqu'on a la réglementation qui pousse, mais c'est aussi une opportunité et on voulait finir par ça pour montrer les différents intérêts pour l'entreprise. Le premier avantage, c'est évidemment, si j'arrive à connaître ma chaîne amont, en fait, c'est la première étape dans la boucle de l'amélioration, dans une démarche sociale et environnementale qui est du coup hyper importante. Hein. Si je connais pas mon amont, je peux pas l'améliorer. Ensuite, les démarches de traçabilité permettent de tirer des améliorations de performance économique dans l'entreprise. Hein. Et donc ça aussi, ça à prendre en compte. On a, je pense que c'est un élément essentiel, mais des possibilités, via les démarches de traçabilité, d'améliorer sa gestion du risque et sa résilience. Hein. On a parlé de l'exemple, si on a une inondation à Valence, quels sont l'ensemble de mes chaînes impactées et comment est-ce que je vais pouvoir y réagir? Sur des rangs 2, 3, 4, c'est assez compliqué d'y répondre si je n'ai pas développé des démarches d'exploration de l'ultra-amont. Et puis du point de vue du client, évidemment, je suis capable de valoriser ça économiquement. Et donc ça me permet évidemment de générer des gains qui peuvent être importants. Et on peut ouvrir la session de questions-réponses. On va se gêner. Donc oui, bien sûr, session de questions-réponses. Est-ce qu'il y a déjà des mains qui se lèvent? Là, c'est super. Bonjour. J'avais une question sur l'impact de la traçabilité sur le marché gris et le marché noir. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Alors, tout dépend ce qu'on appelle. Alors, sur le marché noir, je vais avoir du mal à répondre. Sur le marché gris, sur cette partie-là, de ce que j'imagine, ça peut avoir un impact parce que évidemment, si je fais des achats en spot ou sur des chaînes qui sont moyennement tracées, évidemment, je vais avoir des parties où je vais rompre mes éléments de traçabilité. Je pense que l'enjeu sur alors il y a une autre traçabilité qui n'est pas celle qui est ma spécialité sur la traçabilité amont, mais qui va relever d'un certificat d'authenticité. Donc on va être plutôt sur de la traçabilité aval, c'est-à-dire à partir du moment où un sac de luxe, par exemple, est sorti d'une usine d'une grande marque. Ça passait par de l'IoT. Il y a d'autres solutions qui permettent de garantir, en mettant un marqueur en fait dans ce produit fini, qu'il s'agit d'un vrai sac de luxe et pas d'une contrefaçon. Donc ça, c'est pour la partie marché gris. Marché noir, pardon. Ça marche aussi sur le marché gris parce que le marché gris, finalement, c'est un vrai sac, mais qui est sorti, on va dire, de façon frauduleuse de l'usine et donc qui n'est pas tamponné. Donc en fait, la preuve de traçabilité doit permettre de justifier la non-contrefaçon et donc l'authenticité, effectivement, d'un produit dans ce contexte-là. Et ça, c'est plutôt de la traçabilité aval, en fait.
Là-dessus, oui, c'est plutôt de la traçabilité aval, c'est-à-dire que le sujet, c'est à la revente, être capable de prouver qu'il s'agit d'un produit authentique. Mais c'est important aussi, enfin, c'est un sujet prioritaire pour les grandes marques de luxe, d'être capable de lutter contre la contrefaçon en prouvant l'authenticité de leurs produits, absolument. Une autre question, moi j'en ai une de question, sur Trace, je ne sais pas comment on dit, Trace, c'est depuis 2023. C'est un projet au long cours où on en est déjà. Est-ce qu'on a déjà une vision des différents rangs? Où est-ce qu'on en est en fait? Alors, Trace, c'est un projet qui a démarré en 2023 en termes de mapping, c'est-à-dire le kick-off véritablement. Inutile de dire qu'il a été un petit peu plus long que ça à mettre en place parce qu'il a fallu asseoir tout le monde autour de la table, trouver la façon de fonctionner ensemble. Donc ça nous a bien occupé tout 2022. Et oui, là, les membres ont choisi de commencer la traçabilité en se focalisant sur un certain nombre de filières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore toutes les filières. Je ne sais pas dans quelle mesure je suis autorisée à donner les résultats qui sont en plus restitués par un tiers de confiance. Donc aujourd'hui, oui, il y a plusieurs tiers dans la plateforme. On n'a pas terminé parce que on a parlé du mapping, de l'identification. Derrière, il y a tout un tas de champs des possibles pour enrichir cette démarche, qui peuvent être la collecte d'un certain nombre de certificats, de documents, de choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui sont en suspens, qui continuent d'avancer. C'est-à-dire que c'est un projet où on a fait un premier objectif pour 2023 qui est rempli, et là on est en train de, 2024 pardon, et là on est en train de discuter de qu'est-ce qu'on met en place sur 2025. C'est-à-dire que Transparency One n'est que l'outil, et ce sont les membres qui décident des axes de travail sur lesquels ils avancent ensemble, année après année. Mais donc le côté, pour revenir au thème sur le côté collaboratif, ouais. Alors je comprends bien que ça peut apporter quelque chose à Transparency One, parce que finalement, il a un certain nombre de fournisseurs qui va contacter. Non pas pour un client, mais pour plusieurs. Mutualisé, oui, voilà. Ouais. Mais pour les clients en eux-mêmes, quel est l'avantage d'avoir cette approche collaborative? Parce qu'en plus, j'imagine que ils ne veulent pas non plus partager les informations. Et ils ne le font pas, évidemment. C'est pour accélérer justement la démarche? C'est-à-dire que en fait, ça permet d'accélérer d'abord la démarche. Ça permet de demander l'effort aux fournisseurs un petit peu au même moment. Parce qu'on ne dit pas qui travaille avec quel fournisseur, mais on dit qu'on va aller chercher telle filière. Donc en fait, il y a un recoupement sur les fournisseurs qui est évident. Ça permet aussi à un fournisseur qui a répondu à la demande d'un premier client, mais qui va vendre très exactement le même produit à un deuxième, de le faire en un clic. C'est l'un des effets du réseau. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, ne serait-ce que de copier-coller tout ce qu'il a fait pour le premier élément. À chaque fois qu'il va réutiliser un site de production, un produit qu'il rachète, etc., qu'il a déjà mis dans la plateforme, il a juste le clic à faire. C'est-à-dire que, en fait, ça va de plus en plus vite pour les nouveaux qui rentrent par rapport à ce qui a déjà été fait comme effort par les prédécesseurs. Ça, c'est au niveau de l'accélération et de alléger l'effort pour collecter la data. C'est vrai que c'est plus complexe, mais c'est finalement plus pertinent si on y va à plusieurs que si on y va tout seul. Et puis au niveau des membres, comme je le disais, ils ne font pas de la traçabilité juste pour faire de la traçabilité. C'est que derrière, il y a un tiers de confiance qui collecte les données dans l'outil qui ont été collectées sur l'ensemble des périmètres clients et qui va restituer des analyses par filière, donc collectives et anonymisées, qui sont utilisées par l'ensemble des membres. Même ceux qui n'ont pas forcément mis cette filière dans leur premier lot, on va dire, à tracer. Donc ça permet d'avoir, oui, une approche de risque par filière. Et pour compléter, chaque membre du consortium pèse une partie du chiffre d'affaires des fournisseurs amont, mais évidemment, les fournisseurs amont sont d'autant plus incités à travailler sur la plateforme que c'est l'ensemble du réseau et l'ensemble de leurs clients. Évidemment, ça modifie un peu les lois de porteur. Ça accélère un peu les choses. Tout à fait, oui. Et juste, préparez-vous pour votre lot de questions, mais j'en ai encore une quand même, sur le fait d'inviter, vous avez dit, on invite les fournisseurs à participer. C'est déjà
ça doit être assez compliqué déjà d'identifier la personne qui va pouvoir intervenir, etc. Ça prend beaucoup de temps, non? C'est très variable. Ah oui. C'est très variable, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs qui rentrent tout de suite dedans. Ça va dépendre de ce qu'ils savent déjà, de la personne à qui on s'adresse, effectivement. Mais enfin, ça, comme dans tout. Il faut trouver la bonne personne. Voilà. Et puis de leur niveau de maturité à chacun. Les deux principales questions qu'on a de la part des fournisseurs sur Trace, mais au-delà. Le premier, c'est tout ce qui va être la gestion de la confidentialité des informations, c'est-à-dire que certains fournisseurs considèrent que leurs sources sont des actifs, parfois confidentiels, et donc ils ne sont pas super partants pour donner cette information. Vous êtes tiers de confiance Non, nous on est l'outil. Le tiers de confiance, c'est le consultant qui analyse les données et qui apporte donc son expertise en termes d'analyse. Nous, on va proposer une plateforme sécurisée avec des règles de confidentialité et des règles de gouvernance de données qui font que le fournisseur est le maître de sa donnée et qu'il peut choisir de la partager en totalité ou d'une façon un petit peu plus voilée à ses clients, tout en gardant des indications d'origine qui permettent de faire quelque chose en fait de cette donnée. Mais c'est pour ça que je disais que la traçabilité c'est un chemin, et donc on peut avoir des fournisseurs qui peuvent avoir besoin d'être convaincus pour partager cette information pleinement. Voilà. Mais le fait de leur laisser cette possibilité permet aussi de ne pas couper la chaîne. Et donc, vous pouvez vous retrouver à identifier que votre fournisseur de rang 2 est en Italie, même si vous ne savez pas son nom, parce que le fournisseur de rang 1 vous l'a caché. Nous, ça peut nous permettre de poursuivre et d'embarquer le rang 3 qui va être en Grèce ou en Chine. Et donc, ça reste une information qui est exploitable par le client, même s'il ne connaît pas la totalité de l'information, et que chaque fournisseur a la possibilité de cacher ça. Donc je disais, il y a deux grandes questions. La première, c'est celle-ci, c'est la notion de confidentialité des données. Et la deuxième, que j'essayais de rendre dans la présentation d'aujourd'hui, c'est le temps. C'est l'aspect chronophage pour un fournisseur de répondre aux demandes de son client A, et de son client B, et de son client C, et du client A qui demande effectivement la même info, mais dans d'autres outils pour un autre département. Et donc ça, c'est effectivement capital, et c'est pour ça qu'avoir un support humain pour accompagner le fournisseur et pas le laisser se débrouiller tout seul avec un outil d'une part, et la possibilité de lui proposer des fonctionnalités d'import pour qu'il n'ait pas à ressaisir ses propres infos, c'est super important. Ok. Ah, il y a une question là-bas. À l'aide de Transparency One, vous avez pu détecter certains fournisseurs qui bafouaient les droits humains? Alors, on ne va pas communiquer comme ça. Néanmoins, là, je vous ai parlé du mapping. On va répondre, on a d'autres clients, on va prendre d'autres exemples. On a un client, par exemple, dans le textile, qui nous utilise pour le UFLPA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a un shipment qui reste bloqué en douane et sur lequel on a 30 jours pour donner un certain nombre de documents, le mapping qu'il a fait dans la plateforme lui permet d'identifier les éléments de transaction à chaque niveau pour lui permettre de justifier effectivement la provenance non ouïghour de son produit, de son shipment. On a en ce moment le déploiement dans la plateforme d'un outil de scan qui permet en fait d'identifier d'une part tous les fournisseurs qui sont identifiés au fur et à mesure. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui sont déclarés par les fournisseurs de rang inférieur qui sont dans le périmètre d'un client, et de le scanner par rapport à une liste de fournisseurs bannis. Donc ça permet d'identifier les risques sur un certain type de risque, c'est-à-dire par rapport à soit le UFLPA, soit une liste de banned suppliers. Il y a différentes façons d'aborder le risque en fonction des critères des clients, de leur business et des réglementations qui les impactent en priorité. Oui, c'est ce que j'allais rajouter, c'est tout dépend des objectifs. Donc c'est une très bonne question. Si l'objectif c'est de vérifier qu'on respecte bien les droits humains sur l'ensemble de la chaîne, l'étape numéro 1 c'est de cartographier cette chaîne pour savoir ce qui s'y passe, et ensuite il faut analyser ce qu'il y a dans cette chaîne. Et c'est là où arrive la gestion de risque et où des départements plutôt qualité ou compliance rentrent en jeu, parce qu'il existe des bases de données soit de fournisseurs, soit de zones plutôt à risque qui permettraient d'identifier des hotspots, des points chauds, où ensuite on aurait envie de faire des audits pour aller vérifier justement qu'il n'y a pas de choses qui bafouent les droits humains. Parce que la récolte de l'information, c'est une chose, mais personne ne va dire
Enfin, il n'y a pas un petit champ dans Transparency One pour dire je bafoue les droits humains, oui, non. Parce que, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais par contre, sur les données qu'on capture, on peut ensuite mettre des bases de données de risque pour identifier des hotspots. Et c'est pour ça qu'on a présenté l'ensemble des outils qu'il y a pour réaliser des jeux de traçabilité et de maîtrise de chaîne. On peut collecter des certificats sociaux dans le cadre de Transparency One. On peut avoir une vision assez globale de quels sont les fournisseurs qui ont telle activité, qui sont dans telle géographie et qui utilisent tel type de matière, par exemple. Souvent, la notion de risque, c'est un croisement entre la filière et la géographie. Donc c'est ce qui permet de driver en fait le premier. Je vais utiliser plein de mots franglais, le premier warning, le premier focus, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui permet d'attirer l'attention du donneur d'ordre sur là où on a besoin d'aller chercher peut-être plus d'informations. Et moi, je voulais rebondir sur le côté gestion du risque. Là, vous donniez l'exemple de Valence, par exemple. Est-ce qu'il y a un volet opérationnel dans l'outil qui va pouvoir faire une alerte, attention, là, il est en train de se passer ça, il faut regarder tel, non, ou bien on va regarder dans la cartographie en se disant, tiens, il peut y avoir un souci. Non, aujourd'hui, alors si la question c'est est-ce qu'il y a une notification qui part de la plateforme vers nos clients qui dit attention, il se passe un truc à Valence, vérifiez tout de suite, la réponse est non. En revanche, un client qui sait qu'il se passe quelque chose à Valence va rentrer dans la plateforme, va commencer par aller soit sur le visuel géographique qu'on a qui positionne tout le monde, soit on a pour chaque item des solutions de tri, de recherche, etc. Et il va chercher quels sont tous les sites de production, par exemple, dans ces chaînes d'approvisionnement multi-tiers qui sont à Valence ou dans la région de Valence. Et ça va lui sortir que, tiens, il y a un fournisseur de rang 1, mais il y a aussi un fournisseur de rang 3 qui a telle activité, etc. En cliquant sur ces fournisseurs et en voyant les produits de ces fournisseurs qui sont dans sa chaîne d'approvisionnement, il a un deuxième bouton qui lui permet de voir tous ces produits achetés qui sont impactés et qui ont ce truc-là dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc ça se fait en fait en quelques clics. Et ça s'identifie tout de suite. Oui. Et ça, c'est plutôt, là, pour le coup, c'est plutôt le directeur supply chain, mais ce n'est pas celui qui aura... Enfin, finalement, là, c'est peut-être une question pour Jérôme, mais comment, là, on parlait de gouvernance. Il faut trouver comment trouver le juste équilibre et qui va driver un peu ce projet-là. Généralement, il y a quand même les achats dans l'histoire. Ouais, j'allais dire les achats. On parlait de la question de Valence, là, qui est plutôt une gestion de risque et une gestion d'analyse de chaîne. Mais on pourrait aussi avoir la même question en termes de qualité. Et donc là, on aurait des départements d'assurance qualité qui pourraient aussi être impliqués. Et on a de plus en plus dans les entreprises des directions de traçabilité qui arrivent, qui permettent de synchroniser l'ensemble de ces directions différentes, parce qu'effectivement, être capable dans le cas de Valence, on est plutôt sur un mode cellule de crise, donc en cellule de crise, on arrive à trouver un peu d'énergie et de ressources, mais pour le faire en routine, pour pouvoir améliorer la chaîne, pour pouvoir identifier les endroits où les droits humains sont bafoués, et ça peut avoir des impacts énormes, parce que pour l'instant, les entreprises ne sont pas au courant, mais ça se trouve, il y a des parts non négligeables des chaînes qui sont à retravailler et assez rapidement, parce qu'à partir du moment où on a l'information, on ne peut plus se cacher derrière le fait qu'elle n'existe pas. Avec le CSRD. Tout à fait, c'est toute la partie vertueuse de ces réglementations. Ouais. Il faut les achats. Mais donc tout le monde peut mettre son nez dans l'outil, ou bien on va dire il y a un chef qui va distribuer l'information? Du point de vue de Transparency One, on parle beaucoup à la sustainabilité, évidemment, qui peut être un donneur d'ordre et le principal sponsor. Mais si on n'a pas les achats, il nous manque une jambe pour marcher. On a besoin de parler aux fournisseurs. Les interlocuteurs des fournisseurs, ce sont les acheteurs. Donc, il peut y avoir l'IT, il peut y avoir l'audit, il peut y avoir la gestion du risque, la supply chain, les opérationnels, il peut y avoir évidemment la sustainabilité. Il faut qu'il y ait les achats. Ce n'est pas forcément les têtes de pont sur le sujet, mais il faut qu'ils soient à un moment ou à un autre impliqués dans le projet. On ne fait pas ce genre de projet sur des achats responsables sans parler aux acheteurs. Ça paraît logique. Il y a encore une dernière question, puis après on va... Bonjour, j'ai une question sur la mise à jour des données. Comment vous garantissez la qualité des données dans le temps, sachant que vous avez un système qui est déclaratif et c'est une excellente question. C'est une excellente question et en fait, ça fait partie du développement des projets avec chaque client. Je vais vous répondre sur deux exemples distincts. Le premier, c'est une grande entreprise de mode avec laquelle on travaille, qui a un fonctionnement qui est un fonctionnement par collection.
Donc en fait, cette question est nulle et non avenue. On fait le mapping de la collection et puis en fait, le produit a une durée de vie qui est celle de la collection et donc voilà, c'est tout. À côté de ça, on va avoir un client qui est un retailer américain qui a déployé la solution sur tous ses produits en marque propre, sur tout ce qui est textile, cosmétique, habillement et décoration de maison, et qui se sert de l'outil pour collecter un grand nombre de documents nécessaires pour lui pour être conforme à la réglementation US. Donc ça va être des documents différents en fonction de la catégorie de produits des fournisseurs. Et il lance en fait une campagne annuelle, c'est-à-dire qu'il a fait son mapping, c'est un client historique qui a commencé avec nous en 2018, il a fait son mapping et maintenant, tous les ans, il va lancer une campagne de refresh de données où il va recollecter les nouveaux certificats à jour, il va demander à ce que les fournisseurs s'assurent bien que ce qu'ils ont déclaré comme leurs sources sont toujours des sources valides ou qu'éventuellement ils les mettent à jour. Donc c'est avec une notion de refresh de données. Dans ce cas-là, c'est un refresh qui est un refresh annuel. On recommande d'en avoir au moins un annuel. Ça peut être biannuel. Ça dépend vraiment du niveau de quel type d'abord quel type de traçabilité on a mis en place et quel est le business et quels sont les enjeux du client. Donc là, on est sur un enjeu de réglementation. Quand on va aller faire sur certains sujets de la traçabilité plus fine, il peut y avoir un update de données qui est un update mensuel. Et c'est pour ça qu'on parlait de la nécessité de réfléchir à la scalabilité et à l'interfaçage pour les fournisseurs. Parce qu'effectivement, comme c'est déclaratif, ça a quand même un intérêt non négligeable de, par exemple, si le fournisseur a un PLM, de pouvoir s'interfacer au PLM pour avoir une mise à jour au moins régulière. Alors, ce qui est dans le PLM, ce n'est pas forcément vrai, mais il ne faut pas oublier que pour l'instant, on a 0 information sur cette chaîne amont. Donc, toute information est déjà quand même un progrès très significatif et c'est un sujet nouveau. Donc, naturellement, la maturité de l'ensemble des chaînes va monter au fur et à mesure que ce genre de méthode va se déployer aussi. Ok, merci beaucoup, merci Delphine, merci Jérôme. Et merci. Puis si vous avez d'autres questions, j'imagine que vous êtes frais sur le stand de Findle. On est au stand C13 et pour tous ceux qui n'en ont pas eu, on a un petit livre blanc sur la traçabilité qui résume une partie de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qu'on vous distribue en fin de conférence. Merci.